Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle conférence et débat dans le cadre des passerelles citoyennes, le projet mené par la mairie d'Argenteuil. Après les fake news, après les droits des femmes, aujourd'hui on parle de la liberté d'expression avec un très beau plateau. Je vous remercie d'accueillir Guy Carlier. Il est difficile de vous présenter, Guy, parce que vous êtes un homme de mots, je dirais. Vous êtes à la fois parolier, vous avez écrit des chansons. C'est beau, homme de mots, ça suffit? C'est joli. Ah, homme de mots. Non, je vous le dis quand même, à la radio, à la télé, en chanson, en livre, en spectacle. Partout où il est possible en fait d'exprimer les mots. Donc vous avez beaucoup de choses à dire. Il y a un mot, c'est auteur. Auteur. Ouais, c'est bien. Ah, je préfère homme de mots. Je vous présente également Arnaud Mercier. Arnaud, merci beaucoup d'être là également. Bonjour. Alors vous êtes universitaire, mais plus précisément professeur en communication à l'université Paris 2 Assas. Université qui accueille aussi, donc c'est l'IPJ, l'IFP, pardon, l'Institut français de presse. Voilà, je me trompais d'école. Et avec nous enfin, Jamel Mazi, vous êtes journaliste. Bonjour. Bonjour, vous présentez les journaux de France Info TV. C'est ça. Quelle tranche horaire? Alors c'est le 17-19h. Le 17-19h. C'est ça. Donc Sur vous France vivez l'actu non-stop. Et vous avez étudié au CFPJ. C'est ça, à Paris. À Paris. C'est ça. Ok. Donc, vous connaissez le procédé maintenant. Vous savez qu'il faut que je change de place. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je vous réexplique pour des raisons sanitaires, des questions d'axe de caméra. Je disparais du champ, mais je reste avec vous. Comme ça, je suis en face de vous et on a une bonne direction de regard. La liberté d'expression, vaste sujet. On va essayer d'en parler pendant 50 minutes, sachant qu'on pourrait en parler pendant 50 heures sans faire le tour. J'aimerais bien que tous ensemble, on parle d'abord du cadre légal et historique, comment a été créé ou comment est définie ce qu'on appelle la liberté d'expression et quelles sont les restrictions qui l'accompagnent, mais qu'on voit aussi dans les faits comment ça se traduit. Et puis, on parlera dans une deuxième partie du moment où ça dérape. On reparlera des attentats contre Charlie Hebdo 2015, qui évidemment ont créé beaucoup d'émotions, et puis de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty le 16 octobre dernier. Sachant que voilà, la liberté d'informer, la liberté de faire du spectacle, de divertir, ou la liberté d'enseignement découle de la liberté d'expression. Arnaud, du coup, je vais me tourner vers vous pour commencer. La liberté d'expression, on en parle pour la première fois, ou du moins on l'inscrit réellement, c'est en 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme. Absolument. C'est une liberté fondamentale reconnue par les révolutionnaires et qui change justement de l'ancien régime où est prédominé un régime de censure. Par exemple, les ouvrages devaient être visés par la censure et on avait le droit de supprimer un certain nombre de choses. Alors, ça avait déjà été très, raboté et ébréché dans un climat qui était justement un climat pré-révolutionnaire, puisque des libelles circulaient, puisqu'il y avait des impressions clandestines, notamment qui raillaient le roi, notamment des caricatures, beaucoup. On présentait Louis XVI en ivrogne, par exemple, en pervers sexuel, avec toute sa famille, plus ou moins des dégénérés, etc. Au point d'ailleurs qu'une collègue historienne dit que finalement, toutes ces caricatures ont créé aussi l'esprit révolutionnaire qui a sévi. Donc, en effet, la Révolution française veut s'affranchir de ces contraintes, de cette censure préalable, et reconnaît dans la Déclaration universelle des droits de l'homme un des droits, qui est celui justement à la liberté d'expression et liberté d'impression également. Et puis ensuite, on va voir que les républicains, dans tout le XIXe siècle, vont s'emparer de ça, parce que tout le monde sait que la Révolution française elle-même n'a pas toujours accueilli avec bienveillance ses propres principes de liberté d'expression. Il y a eu des guillotinés, etc. Et puis après, Napoléon, leur restauration, enfin bref, il y a eu des tas d'allers-retours. Mais les républicains, ceux qui voulaient l'instauration de la République, en ont fait un principe fondateur. Et ça va se retrouver avec la fameuse loi sur la liberté de la presse de 1881, qu'on dit loi sur la presse, mais en réalité, c'est la loi sur l'expression dans l'espace public. Parce que... En fait, elle s'appelle même, et d'ailleurs c'est intéressant quand on regarde son intitulé, c'est loi sur la liberté d'expression et les responsabilités de la presse. Absolument. Parce qu'il y a aussi des restrictions. Et en fait, si je vous demandais, je précise juste, si je vous demandais ce petit retour historique, donc 1789, la Déclaration des droits de l'homme, ce principe est repris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, puis dans les textes de l'Europe, donc Convention européenne, voilà, que ce soit français, européen ou international.
la liberté d'expression est reconnue comme un pilier de la démocratie, donc un droit très important, fondamental, dont dépend, je le disais à l'instant, la liberté de divertir, la liberté d'enseigner, la liberté de chanter. Voilà, ça découle beaucoup de choses. Et du coup, dans cette loi de 1881, on voit aussi apparaître des restrictions. Oui, parce que c'est logique, hein, y a des droits et des devoirs. Et il y a donc, si on dit a priori, vous avez le droit de tout dire, il faut que les gens qui aient ce droit soient mis en responsabilité d'être redevables de ce qu'ils vont faire de cette liberté. C'est tout le problème, on y reviendra sans doute, des réseaux sociaux où justement les gens disent n'importe quoi et en plus ne sont pas très redevables d'une certaine façon de la responsabilité de ce qu'ils vont faire une fois qu'ils ont exprimé ce qu'ils ont dit sur les réseaux. Et donc, il y a un certain nombre de limitations. Alors, il y a des limitations qui peuvent paraître complètement désuètes, comme l'offense au chef de l'État. Elle a été supprimée en 2015 ou Exactement. 2016. Mais elle était quand même là, on n'avait pas le droit Voilà. d'offenser ou d'insulter. Alors, c'était tombé en désuétude, comme il y a beaucoup Oui. de lois comme ça, où il n'y a pas besoin que ça soit... Les juges et plus personne n'ose porter plainte pour ce genre de choses, donc ça tombe en désuétude progressivement. Mais surtout, les points importants, évidemment, c'est la diffamation. Parce que l'idée, c'est qu'on ne peut pas autoriser les journalistes à utiliser la liberté qu'ils ont pour mener des campagnes de diffamation, c'est-à-dire d'atteinte à l'honneur, etc., sans preuve, sans rien, enfin Ouais. bref. Alors, Pas que les journalistes, hein, d'ailleurs. Oui, Non, je mais veux dire pas que les notamment, journalistes. ouais. Mais donc, dans l'ordre, en fait, dans les restrictions, il y a, on ne peut pas porter atteinte à l'intérêt national, d'où le devoir de réserve des agents publics ou tout ce qui est considéré comme secret défense. Donc la protection de la réputation et des droits d'autrui, donc pas de diffamation, ni d'injure, ni d'atteinte à la vie privée. Donc on va tout de suite préciser que ce qu'on appelle le porn revenge, mais en gros faire des photos intimes de son petit copain ou sa petite copine et de les balancer sur les réseaux sociaux une fois qu'on l'a quitté, en fait on n'a pas le droit de faire ça, hein, ça porte atteinte à... On utilise l'image de quelqu'un et on lui porte préjudice, en fait on n'a pas le droit, c'est interdit par la loi. Donc on va être clair, évidemment sont interdits également toute provocation à la discrimination, à la haine raciale, mais en fait quel que soit le groupe ethnique, religieux ou genré. Le sexisme n'est pas une opinion non plus, c'est un délit. Et enfin, parmi les restrictions, l'apologie ou la minoration des crimes contre l'humanité. Alors tout ça, attention, une partie de ce qu'il y a, c'est ajouté bien après la loi de Oui, 1881. bien sûr, ça se rajoute. C'est l'accumulation des choses. Hein. L'accumulation Il avec faut le bien développement. préciser, hein, parce que... C'est au fur et à mesure de l'histoire, avec le développement de la presse et le développement de la société, que la loi Et c'est toujours la même idée, c'est toujours l'idée que si on s'exprime dans l'espace public, on doit être responsable de ses actes, responsable de ce que l'on dit, de ses effets possibles, que ce soit à titre individuel, c'est-à-dire je me sens diffamé, ou que ce soit à titre collectif, c'est-à-dire nous sommes-t-on ostracisés et c'est une incitation à la haine, ou etc. Jamais. D'ailleurs, il y a le mot responsabilité dans l'intitulé de la loi. Donc c'est évident que c'est vraiment quelque chose de très important. Les restrictions dont vous parlez sont liées uniquement à l'irresponsabilité potentielle de certaines personnes. Des propos. Juste un mot sur la désuétude des offenses comme ça au chef de l'État. Pas si désuète que ça, puisque on se souvient de l'interdiction de Charlie Hebdo par le gouvernement pompidolien à l'époque, quand De Gaulle est mort, pour une couverture, pour une une qui s'appelait Bal tragique à Colombelles et deux églises. Ah oui, c'est vrai. Un mort, parce qu'il y avait eu un drame dans une boîte de nuit la semaine d'avant, avec les mots journalistiques de l'époque, Bal tragique. Et Charlie a été interdit pour cette raison-là, outrage au chef de... l'ex-chef de l'État, puisque De Gaulle n'était plus au pouvoir à ce moment-là. Donc les pouvoirs se servent malgré tout, quand ça les gêne, quand ça les arrange. À cette époque-là, il le faisait. Aujourd'hui, il ne le ferait plus. Aujourd'hui, on peut. En tout cas, l'injure, enfin, cet outrage au président de la République n'existe plus. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait plus délicat parce que justement, la société évolue beaucoup. Il y a eu ce débat avec Sarkozy, avec les écriteaux « Casse-toi, pauvre con », puisque... vous savez qu'il y avait eu Nicolas Sarkozy qui avait quelqu'un au moment du salon de l'agriculture avait refusé de lui serrer la main et qu'il a dit casse-toi pauvre con, et ça avait été enregistré par les caméras de France 3 et donc c'est devenu un slogan. Et lors d'une visite, il y avait quelqu'un qui avait son écriteau casse-toi pauvre con, et il y avait eu un souci, appel à justement poursuivre cette personne
pour offense au chef de l'État. Donc effectivement, de temps en temps, c'est vrai, ça pouvait ressortir. Ça peut être filou. Jamel, je vois que vous essayez d'en caser une. Attention, Non, ils sont super bavards, donc il faut y aller. Pardon, c'était simplement pour rebondir à ce que vous disiez. C'est vrai que cette liberté d'expression, elle appelle une responsabilité individuelle, certes, et qui veut dire responsabilité, veut dire aussi identité. Quand on est responsable, on engage donc sa propre personne. Et c'est vrai que ça pose cette question aussi de l'anonymat, par exemple, sur les réseaux sociaux. Alors ça, on va en parler. Mais juste avant de parler des réseaux sociaux, je voudrais qu'on parle, parce que là, on a parlé du coup pas mal de la presse, puisque ces premières lois, elles étaient faites pour autoriser la parole dans l'espace public. C'est d'abord une loi de liberté, à quelques restrictions près. Et du coup, on en parlait là juste avant de prendre l'antenne. Est-ce qu'à l'école de journalisme, on vous a explicitement parlé de ces questions-là, la liberté d'expression, de son champ d'application, des restrictions? En tant que futur journaliste, est-ce qu'on vous a formé là-dessus? Alors c'est un aspect qui est abordé dès le départ, en fait. Quand on commence ces classes en école de journalisme, on vous présente un peu toutes les bases, j'allais dire, juridiques, culturelles, en fait, qui font, j'allais dire, ce métier, donc cette fameuse loi de 1881. Après, pour nous, c'est marrant, en école de journalisme, ça semble être un peu aussi une évidence. Bon, voilà, il y a ce texte fondateur, et puis très vite, on va rentrer dans des choses plus techniques, juridiquement, sur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ne pas filmer un mineur, par exemple, sans demander l'autorisation de ses parents. Donc, il y a tout ce cadre, j'allais dire, juridique très technique qui nous est enseigné, en fait, dès le départ. Sauf que du coup, j'ai l'impression, et là, ça va être intéressant aussi d'avoir l'avis d'Arnaud. Donc moi, j'ai fait une école de journalisme quelques années avant où on parlait d'éthique journalistique, mais assez peu finalement de tout ce qui peut nous agiter aujourd'hui en termes de discrimination, Bon, on va parler des cas vraiment beaucoup plus douloureux qui sont parlés après, qui sont intervenus depuis. Comme si, vous l'avez dit, ça allait de soi, et ça va un petit peu moins de soi aujourd'hui, puisque vous dites qu'elle y est. Oui, par exemple, je connais une école parisienne dont une collègue est référente pour ces questions-là, sur les questions effectivement de discrimination, de sexisme, de tout ce qu'on veut, égalité, enfin, en les sensibilisant très très tôt à l'idée qu'ils vont être confrontés à ces questions-là et peut-être à des accusations d'eux et qu'il faut les armer éthiquement, mais aussi, j'allais dire, politiquement, au sens, et puis presque psychologiquement, c'est-à-dire être prêt à faire face, parce que sur les réseaux sociaux, ça peut tout de suite taper. Pour préciser, parce que là, vous parlez donc de futurs journalistes, mais alors est-ce qu'on leur dit, voilà le cadre dans lequel vous allez exercer votre métier, soyez extrêmement vigilants, ou est-ce qu'on leur rogne un peu les ailes? Je fais un peu l'avocat du diable, là, mais en leur disant, attention, il y a des sujets sensibles. Écoutez, là, par exemple, pour cette école de ma collègue, je ne connais pas le contenu. Je ne sais pas à quel point ils auraient adapté les contenus. Mais en tout état de cause, c'est une sensibilisation. Mais de toute façon, cette sensibilisation, elle existe dans les rédactions et pas seulement dans les écoles de journalisme. Non. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui se passe. Il y a forcément des débats de ce type. C'est presque un cours d'éducation civique, en fait. C'est pas un truc qu'on doit inculquer uniquement dans les écoles de journalisme. C'est quelque chose qu'on doit, dès le départ, à l'école, inculquer à tous les citoyens. Parce qu'après, encore une fois, je le disais, quand on arrive en école de journalisme, c'était mon cas dès le départ, effectivement, on nous enseigne les fondamentaux, et puis après, toutes ces petites choses techniques, juridiquement, dans l'exercice du métier au quotidien. Mais d'éviter justement de tomber sous le coup de la loi, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, j'allais dire, à l'école, c'est quelque chose qu'on doit nous enseigner à l'école de journalisme, mais quelque chose qu'on doit nous enseigner à l'école dès le départ. Donc comme une responsabilité de citoyen et non pas de professionnel. On parle dans un instant des réseaux sociaux, mais je voudrais vous entendre, Guy, parce que donc je le disais, vous êtes un homme de mots, vous êtes auteur, vous avez beaucoup parlé en télé, en radio, et vous me disiez, quand on a préparé cette rencontre, qu'il y a un contexte qui a changé. Oui, les choses ont changé. Il y a une quinzaine d'années, par exemple, si vous faisiez des chroniques d'humour à France Inter, vous aviez évidemment les hommes politiques qui protestaient, qui appelaient la direction, qui demandaient... Mais on pouvait à peu près tout dire. Après, c'est la responsabilité justement du chroniqueur de savoir ce qu'il fait, s'il le fait intelligemment, s'il ne se sert pas du micro pour faire passer des trucs. Enfin, bon, voilà. Mais maintenant... là, il y a 2 ans, les dernières chroniques que je faisais en quotidienne, j'avais à chaque fois, t'es sûr de ça? Parce que
c'est un peu touchy, c'est un peu limite. On va avoir des réactions sur les réseaux. Donc au sein de votre... Dans les rédactions. Dans les rédactions. Je ne sais pas si tu as senti cette évolution-là, mais même les journalistes purs dans une rédaction, c'est-à-dire pas les humoristes, pas les chroniqueurs, je parle faisaient leur sujet avec leur qualité, leur talent, etc. Ils ne se posaient pas de questions puisque leur qualité, c'était justement de savoir les limites de ce qui était correct ou pas. Enfin, donc éthique, maintenant, ou sous le coup de la loi, dans les conférences de rédaction, vous voyez par exemple à Europe, les dernières conférences de rédaction auxquelles j'ai assisté le matin, vous avez toujours cet aspect-là, cet aspect du politiquement correct et de la réaction potentielle des réseaux. Alors voilà, c'est pas pareil. Est-ce que c'est le politiquement correct, le conforme à la loi, ou la réaction des réseaux? Donc on va finir par en parler de ces réseaux sociaux. Politiquement correct, ça ne veut pas dire conforme à la loi. Oui. Non, on est d'accord, voilà. mais je veux dire, ça peut être différent. Enfin, on peut être conforme à la loi, on peut être politiquement correct et c'est pas la même chose, ou on peut se craindre la réaction des réseaux sociaux. Alors effectivement, jusque-là, quand on a parlé... Le lien à la loi, le rapport à la loi, il est très simple. Il l'a dit, je pense que c'est très vite admis par les journalistes et compris, et les frontières sont claires. Après, maintenant, c'est d'autres, la liberté d'expression, sont d'autres critères qui viennent se greffer là-dessus. Alors, c'est là que je voudrais bien comprendre. Alors, tous les deux, en fait, vous avez dit un peu la même chose quand on s'est parlé avant, qu'il y avait quelque chose de très éruptif, hystérique, émotif, qui fait qu'un débat s'enflamme très vite et tombe très vite dans l'insulte. Très vite, on dit « mais tu m'insultes, tu as un comportement raciste ». Enfin bon, voilà, c'est très éruptif. Et en même temps, il y a ces réseaux sociaux qui, eux, ne relèvent pas des lois de la presse, puisque les personnes, en tout cas, qui s'expriment dessus ne sont pas tous des journalistes professionnels avec des responsabilités professionnelles à respecter. Ce sont des gens, des kidams, qui produisent du texte, de l'info, de la vidéo, qui deviennent des médiateurs, d'une certaine façon, parfois anonymes. Et du coup, là, en termes de responsabilité, ça devient un peu plus compliqué. Après, tout dépend de ce qu'on fait, en fait, de son rôle. Quand on est, par exemple, comme moi, journaliste sur une chaîne d'information en continu et sur le service public, on doit faire attention, effectivement, à rester certes le plus neutre possible, être le plus honnête aussi possible. Je n'ai pas donné mon avis en tant que journaliste. Après, si j'avais le rôle, par exemple, de chroniqueur ou éditorialiste, on ne peut pas ne pas prendre en compte les évolutions de la société sur le plan culturel. Je vais prendre un exemple là, récemment, qui est très contemporain, celui des féministes, avec le hashtag MeToo qui est apparu sur les réseaux sociaux et qui a contribué à ce que la parole de la femme se libère, qui a contribué à ce que ces femmes dans la rue dénoncent cette société patriarcale, paternaliste, etc. Donc forcément, quand on est journaliste, on relate ces choses-là. Après, quand on est chroniqueur ou humoriste, forcément, je pense qu'on fait attention, j'imagine, aux réactions sur les réseaux, etc. Mais on ne peut pas ne pas prendre en compte cette colère, qui est, je pense, légitime. Donc un aspect de cette colère. Mais alors du coup, est-ce que, Guy, vous avez l'impression que vous avez perdu en liberté d'expression entre l'époque où vos chroniques pouvaient ressembler à des caricatures. Vous étiez réputé vous êtes réputé pour votre franc-parler. Ça, vous astiquiez les gens un petit peu. Je n'ai pas le sentiment d'avoir sur les valeurs, le féminisme, etc. D'avoir fait de l'humour non. Vous dites qu'aujourd'hui, ça discute plus. Donc, ce n'est pas vous qui vous restreignez, mais qu'il y a quand même un environnement où on vous demande de faire un peu plus attention, d'être certain que ça va passer. Donc, est-ce que vous trouvez que ça porte atteinte à votre liberté d'auteur, ou est-ce que vous dites non, c'est l'évolution de la société qui fait que je dois tenir compte de colère, d'émotion? Ce qui peut porter atteinte, c'est le fait que certains propos qui sont du second degré ou l'humour, quelque chose une caricature, peuvent être pris au premier degré par des groupes comment dirais-je, qui manquent d'humour, qui ont une cause à défendre et qui utilisent ça, alors que vous, comme il dit, l'essentiel c'est d'être honnête, quoi, et d'avoir évidemment c'est un lieu commun, mais des valeurs. Moi je sais que j'ai jamais fait passer, me semble-t-il, j'ai essayé d'être conforme à mon éthique, à ce que il n'empêche que j'appuyais où ça fait mal. Et alors évidemment il y avait parfois des
des chroniques qui touchaient, comme on peut chambrer à l'arrière d'un car quand on revient d'un match de foot. Vous voyez, c'est vraiment niveau beauf, mais dans la gaieté, comme Coluche pouvait le faire. Maintenant, ça ne peut plus passer. Parce que parce que les gens vont interpréter ça vont intégrer ça dans leur lutte, dans leur combat féministe. Vous voyez, je vais vous expliquer. Moi, j'hésitais pas. À partir du moment où vous êtes, quand je faisais par exemple des chroniques télé, la télé, c'est l'image. À partir du moment où il y a une image, vous pouvez en rire de cette image. Moi, j'étais le symbole de ça. Je pesais 250 kilos à cette époque-là. Donc, je pratiquais l'autodérision et je considérais qu'à ce titre, je pouvais me permettre de jouer avec ça. Je vous accorde que ça vole pas haut, s'il n'y a pas du fond derrière dans la chronique, mais j'essayais toujours de vous serviez suffisamment vous-même pour vous permettre de mon truc. Mais ça, dans la forme, ça ne passerait plus maintenant. Eh bien, je voudrais comprendre pourquoi. Arnaud, merci. Non, je vous assure. Qu'est-ce qui s'est passé fait que cette forme d'humour, elle passe à une époque? Qu'est-ce qui fait que les groupes, les féministes, elles ne sont pas nées hier, hein? Pourquoi elles sont crispées aujourd'hui? Enfin, attention à ce que je dis. Pourquoi aujourd'hui ça génère des crispations? Est-ce que c'est parce que ça peut s'exprimer vite et violemment sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Parce qu'il y a des souffrances qu'on ne percevait pas. Je vais vous donner un exemple qui peut paraître grossier, c'est l'histoire d'Annie Cordy. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. Annie Cordy est accusée de racisme sur une chanson qui s'appelle Chaud Cacao. Ah oui. Et donc, il y a un tunnel à Bruxelles très connu qui doit porter le nom d'Annie Cordy. Et les gens ont protesté en disant, mais non, en 85, elle a fait une chanson Chaud Cacao. Et dans le clip, on voit des noirs avec des grosses lèvres, etc. Donc là, votre première réaction... les blackface aujourd'hui. Voilà, votre première réaction, c'est de vous dire, mais c'est vraiment des cons. Enfin, Annie Cordy, c'était tout sauf que moi, j'étais dans le cœur du réacteur quand il y a eu l'affaire Dieudonné, on ne peut pas plaire à tout le monde, et Dieudonné m'avait expliqué, après, le personnage, il est ce qu'il est, hein, je ne cautionne pas du tout, mais sur le truc, il me dit, quand tu as 12 ans, que tu es noir, enfin, métis, mais foncé, et que tu vois nana, parce qu'il y avait une émission de télé où les gars étaient dans une marmite, et puis ils avaient un os dans le nez, puis, vous voyez, et que tu vas après à l'école, c'est hyper dur, et c'est une blessure. Alors on ne va pas faire de la psychanalyse à deux balles, mais vous voyez, il y a ça. On peut comprendre et maintenant, on peut parler de ça. Sans taxer Annie Cordy de racisme, en fait. Vous voyez, donc c'est pas si simple que ça. C'est ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que la société, elle veut éviter à tout prix que ne viennent se reproduire en fait toutes ces souffrances de la cour de récré. Voilà. Et quand on fait des blagues sur les étrangers ou sur les gens en fonction de sur leur physique, parce qu'ils sont gros ou parce qu'ils sont trop maigres, effectivement, ça génère des souffrances qui commencent parce que quand on est gamin, on est un peu con. Hein. Quand on est en primaire, au collège, on a cette tendance à charrier les autres, etc. Oui, et puis les blessures de l'enfance restent. C'est des blessures qui vont rester profondes et qui vont marquer les gens. Les blagues sur les homos, sur les noirs, sur les jaunes, sur les blondes, parce qu'inconsciemment, etc., ça va avoir un impact finalement chez les enfants qui vont un peu stigmatiser l'autre parce qu'il est différent. Et ça va générer des souffrances. Finalement. Mais après, on peut... Alors d'accord, d'un côté, j'entends, on pourrait se dire, ces blagues qui a priori ne sont que des blagues, véhiculent néanmoins des stéréotypes. Et c'est blessant. Tout dépend comment c'est fait, s'il y a du fond et s'il y a de la bienveillance aussi. C'est juste une blague. Arnaud Mercier. Bon, c'est très difficile de répondre à ça, mais moi je mettrais, si j'essaye d'essayer de remontrer ça à un niveau beaucoup plus élevé, je dirais que c'est la rencontre entre l'évolution d'une société très individualiste avec des reconfigurations identitaires, des manières de se définir comme identité collective différentes d'avant. Je m'explique. L'individualisme, qui est une valeur devenue dominante, on aspire tous à l'expression de soi, à l'épanouissement personnel, etc. C'est pas forcément négatif, vous voyez ce que je veux dire. Je n'assimile pas ça à l'égoïsme, c'est un pur constat sociologique. Cet individualisme poussé dans ses ultimes retranchements, je dirais, a abouti manifestement aujourd'hui à une fragilisation de l'épiderme de beaucoup de gens.
Ils ne supportent plus la critique, la contestation. Ils ont l'impression que c'est donc l'humour, bien sûr. Ils ont l'impression que c'est une blessure narcissique. Et donc, je dirais, il y a quelque chose qui s'est joué là, qui fait qu'à force de valoriser cette idée d'individualisme, d'épanouissement personnel, de réalisation de soi, etc., bah, manifestement, on est allé jusqu'au point où beaucoup de gens, dans leur psyché, se sentent vraiment extrêmement atteints dans leur être profond dès lors qu'ils voient, ils perçoivent ce qui pourrait être une discrimination, une critique, un ceci, un cela. Et de l'autre côté, et ce n'est pas un paradoxe, c'est comme ça, hein, les deux vont de pair. Il y a aussi, parce que l'individualisme, ce n'est pas l'aboutissement d'une société individualiste de masse comme la nôtre, ce n'est pas des sociétés totalement automatisées où il n'y a plus que des individus qui n'ont aucun lien social entre eux. Eh bien, c'est aussi une reconfiguration des identités collectives. Et beaucoup de ces identités collectives, et ça choque aussi beaucoup plus dans la société française, parce que c'est vraiment pas là-dessus que ça s'était fondé, contrairement aux sociétés anglo-saxonnes, ça repose beaucoup sur des identités culturelles, des identités ethno-raciales ou des choses comme ça, beaucoup plus qu'avant. Et donc, du coup, vous mettez les deux dans la marmite ensemble. Et ça fait beaucoup de susceptibilité et ça fait de sensibilité. Ça fait de l'hypersensibilité, hypersusceptibilité individuelle associée finalement à une hypersensibilité de groupe. Et je dirais même mieux, une partie de ce qui fonde justement cette association communautaire identitaire nouvelle, elle est justement dans le fait qu'on ressente les mêmes blessures, qu'on ressente les mêmes... et donc finalement, là, si vous voulez, et j'en terminerai juste là, il me semble que c'est précisément un des problèmes de cette hypercrispation collective, c'est que justement le plus petit dénominateur commun de ces reconfigurations identitaires, c'est précisément la souffrance, c'est précisément le ressentiment, etc. Et donc là... On n'est pas dans des regroupements a priori joyeux. Voilà. Donc ça s'envenime. Donc du coup, là, si je comprends bien, pour résumer un peu cette première partie du débat, puis on va avancer, on est d'accord pour dire que la liberté d'expression, c'est une responsabilité professionnelle, évidemment, pour ceux qui prennent professionnellement la parole, qu'ils soient hommes de spectacle ou journalistes. Mais Jamel, vous disiez aussi, c'est aussi une responsabilité citoyenne. Donc c'est quelque chose qu'on n'apprend pas seulement à l'école, mais aussi auprès de ses parents ou à l'école, parce que c'est pouvoir utiliser sa liberté d'expression sans heurter l'autre, d'autant plus que la société a évolué et qu'aujourd'hui il y a des crispations un peu plus douloureuses. Mais des crispations, juste simplement pour rebondir sur ce que vient de dire Arnaud Mercier, c'est que ces crispations-là, ces souffrances... Et du coup, l'expression de ces souffrances et de ces blessures, elle est souvent, très souvent, la plupart des cas, elle est légitime. Quand effectivement, vous disiez qu'il peut y avoir une forme de repli un peu identitaire, de communautés qui se retrouvent parce qu'ils se reconnaissent, ils font partie de la même ethnie ou j'en sais rien. Bah c'est parce que aussi, dans une société qui se défend, qui défend l'universalisme, on leur dit voilà, vous naissez tous égaux, libres, en droit, etc. Sauf que dans les faits, Ahmed ou Mamadou va essayer de trouver un appartement ou un emploi, il va se rendre compte que finalement, il a 10 fois moins de chances d'obtenir un CDI ou un appartement dans Paris ou même ailleurs. D'ailleurs, enfin, c'est ce qu'on voit dans les études qui sont menées par des universitaires, qui sont des études très sérieuses. Bah, du coup, face à cette promesse d'universalisme non tenue, bah forcément, on assiste à ça. Et du coup, je pense que c'est provoqué par ça. Ouais, surtout quand on a en plus maintenant les moyens d'exprimer via les réseaux sociaux. Alors, on va prendre là pour vraiment compléter votre propos, Jamel. C'est pas pour parler du cas Zemmour en particulier, d'accord ? Mais il se trouve qu'il est quand même très présent en ce moment sur ces questions-là. En 2011... Par exemple, justement, vous parlez de ça, d'universalisme de promesse. En 2011, suite à une plainte déposée par SOS Racisme, la LICRA et le MRAP, il est condamné à payer 9 000 € en tout pour avoir défendu publiquement sur l'antenne le fait qu'il était normal que des employés n'embauchent pas des Arabes et qu'il était normal que des Arabes ou des Noirs soient contrôlés plusieurs fois par jour et pourquoi pas 17 fois par jour puisqu'ils étaient majoritairement des voleurs et des délinquants. Donc la justice a été assez dure dans le rendu en disant qu'il avait largement dépassé ses libertés d'expression
sur de nombreuses tribunes. Donc là, ça a heurté, je pense, comme vous disiez, hein, ça a heurté des gens. On est en République, ils espèrent avoir un travail, un boulot, et ils s'entendent dire non, mais c'est normal si tu es arabe que tu n'aies pas un boulot comme les autres. Ce qu'il a dû payer se répartit comme suit. Donc 2 000 € pour les frais de justice pour chacun des 3 plaignants, les 2, 4, 6, 6 000, 1 000 € de dommages et intérêts, et une amende de 1 000 € avec sursis. Pour le coup, donc en tout, ça fait 9 000, moins 1 000, enfin, et concrètement 8 000. Est-ce que c'est dissuasif? C'est dur comme question que je vous pose. Non, mais est-ce que c'est l'objectif? Bah alors, à quoi ça sert si on fait une loi avec des... Enfin, à quoi ça sert? Alors, si on met des restrictions et que on ne veut pas être dissuasif, je ne comprends pas. La décision de justice, elle a différents niveaux de symbolique. Ouais. Il y a la réparation symbolique, il y a la réaffirmation de principes et le fait que quelqu'un qui transgresse ces principes, eh bien, il est sanctionné. Ce qui ne veut pas dire qu'il va être pendu, haut et court, etc. On est d'accord. Et donc, ou ruiné, par exemple. Donc là, c'est la reconnaissance que ces propos portaient atteinte à un groupe ethnique, en l'occurrence. Oui, et donc, c'est bien pour ça qu'il y a le franc symbolique, enfin, l'euro symbolique maintenant. Et je veux dire, dans les décisions de justice, il était prévu, à certains moments, que ce soit l'euro symbolique. Ça veut bien tout dire. Ça veut dire, il ne s'agit pas de vous punir, de vous ruiner, d'essayer mais il s'agit de dire la société réaffirme qu'il y a certaines règles, certains principes, certaines valeurs, vous les avez transgressées, donc vous êtes sanctionné. Et même si c'est symbolique, puisque c'est l'euro symbolique, et puis là c'est les frais de justice en l'occurrence, donc c'est juste, voilà, c'est pour faire en sorte que ça coûte moins cher à la partie civile. Bon, pour le reste, j'allais dire, la société a fait son travail parce que le juge a répété que ça, c'est intolérable. D'accord. Donc on peut l'entendre comme ces propos sont intolérables, ils sont interdits par la loi, donc je vous condamne, mais je ne vous massacre ni socialement ni financièrement, je vous donne un avertissement clair et net. Et j'ajoute, c'est ça ? Oui, et j'ajoute que si vous prenez la décision de la semaine dernière du CSA qui a condamné CNews à 200 000 € d'amende et qui avait déjà aussi interdit la publicité avant l'émission. On va juste préciser, donc là c'était l'amende du CSA contre propos CNews, parce que donc pour des propos à nouveau de Éric Zemmour, voilà. Qui disait, faut juste pour les gens qui n'auraient pas suivi, qui disait que les fils de migrants étaient tous des violeurs et des cambrioleurs. Oui. Et donc il déverse ses fantasmes habituels xénophobes. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'on voit bien que le fait que M. Zemmour, condamné plusieurs fois, continue à avoir une tribune, ils le font parce que ça génère de l'audience. Absolument. Et donc, le CSA n'est pas dans la même logique que le juge. Le CSA dit, eh bien, on va vous taper au portefeuille parce que justement, ce que nous n'acceptons pas, c'est que vous considériez que vous pouvez continuer à inviter ce monsieur et à faire de l'audience, et donc à générer du chiffre d'affaires avec la publicité, etc., en acceptant quelqu'un qui transgresse de façon extrêmement régulière les frontières de la loi, de la liberté d'expression. Donc, le CSA, lui, il a une autre logique. Il tape au portefeuille parce que justement, ce qu'il veut, c'est casser une dynamique commerciale liée à ces transgressions. D'accord. Je comprends mieux. Alors, après, on va parler des cas tout à fait dramatiques et il n'y a pas de lien de cause à effet, je précise, dans l'enchaînement là, des arguments, d'accord? Je ne vais pas avoir des soucis. Le 7 janvier 2015, attentat contre Charlie Hebdo, 12 personnes sont tuées. Ce que les terroristes reprochent à Charlie Hebdo, ce sont les caricatures de Mahomet, puisque l'islam interdit de représenter le prophète. Et puis plus récemment, le 16 octobre dernier, un enseignant, Samuel Paty, évidemment on s'en rappelle, grosse émotion, est assassiné pour avoir mené un cours sur la liberté, justement sur ce thème, la liberté d'expression, qu'il a évoqué les caricatures de Chalebi dans son cours et qu'il a demandé aux étudiants qui n'auraient pas envie d'assister à ce cours de quitter le cours. Est-ce que vous vous souvenez que... Et donc, bon, là, on arrive... on est dans l'affect terrible, hein, évidemment. Est-ce que vous vous souvenez qu'à l'époque des attentats de Charlie Hebdo, on a entendu le président Macron dire très fermement « La France ne changera rien.
la liberté d'expression... C'est pas à propos de Charlie Hebdo, ça c'est à propos de Samuel Paty. Mais il l'a dit 2 fois en fait, hein. Il a dit après Charlie Hebdo. Mais et il n'était pas président au moment de Charlie Hebdo. C'était François Hollande. Oui, c'était François Hollande. Macron, c'était juste après, effectivement. Après, merci, tout à fait. Donc il dit la France ne changera rien, effectivement, après l'assassinat de Samuel Paty. La liberté d'expression est un droit fondamental. Au même moment, Justin Trudeau, lui, Premier ministre au Canada, il tient des propos plus mesurés, évidemment, qui condamnent le drame, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais il dit « La liberté d'expression a ses limites, nous nous devons d'agir avec respect pour les autres et de chercher à ne pas blesser de façon arbitraire ou inutile ceux avec qui nous sommes en train de partager une société et une planète. » Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais bien commencer, mais c'est 2 modèles de société qui n'ont rien à voir. C'est que du côté français, on a un modèle intégrationniste. Il s'agit de dire vous naissez tous français et vous êtes tous égaux. Alors après, c'est pas toujours malheureusement le cas, mais en tout cas c'est la promesse républicaine, d'accord. Et donc on est dans une société de laïcité où on ne doit pas où on ne tolère pas. Et ça peut même être jugé une intolérance vue de l'extérieur. On ne tolère pas justement un développement communautariste, reposant sur des identités sociales qui seraient non intégrationnistes, parce que justement, on demanderait à avoir, au nom de ses origines, de ses traditions, de ce je ne sais quoi, à avoir un traitement différent des autres. Bien, ne pas appliquer, par exemple, les lois de la République. Donc, par exemple, la caricature, c'est un droit de spectacle qui dépend de la liberté d'expression, donc on a le droit, et la liberté d'enseignement, elle découle aussi de la liberté d'expression, qui reste un droit fondamental. Oui, mais ça, Trudeau ne le remet pas non plus en cause. Non, pas du tout. Et par contre, les sociétés anglo-saxonnes, et notamment la société canadienne, est une société qui repose sur des principes qui sont des principes de reconnaissance communautariste. C'est-à-dire que vous avez des communautés. En plus, alors c'est une société ultra multiculturelle, le Canada. C'est-à-dire que vous avez des vagues d'immigration chinoise, coréenne, haïtienne, indienne. Enfin bref, il y a de tout. Hein, vraiment, il y a de tout. Latinos, enfin bref. Et donc, le Canada reconnaît pleinement l'expression de ces différences. Et donc, le principe de la société canadienne, globalement, c'est celui selon lequel on doit vivre en équilibre entre toutes ces communautés. Et donc, chacun doit doit veiller scrupuleusement à ne pas offenser la communauté du voisin, en quelque sorte, parce qu'on les reconnaît comme ayant une parfaite légitimité à exprimer des différences, des façons diverses de... Voilà. Et donc, ça se traduit au Québec par ce qu'on appelle les accommodements raisonnables, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a des possibilités d'aménager parfois un certain nombre de règles en fonction des communautés. Voyez ? Donc, du coup, c'est normal que, du point de vue de la communauté musulmane reconnue comme telle, comme une communauté constitutive de la nation canadienne, le Premier ministre canadien dise « Ah non mais, vous comprenez, c'est vrai, ça heurte les sensibilités des musulmans, je comprends. » Mais alors du coup, est-ce que, même rapidement, est-ce que dans les notamment au Canada, est-ce que ce sujet de la liberté d'expression, est-ce qu'il provoque moins de crispation qu'aujourd'hui en France? Alors il en provoque beaucoup au Québec. Au Québec. Et oui, parce que justement, il y a beaucoup de Québécois qui ont en tête le modèle français, le modèle laïque français. Et donc, ça pose beaucoup de sujets. Et d'ailleurs, il y a aussi une extrême droite au Québec maintenant. Et donc, oui, et y compris de l'islamophobie, disons les mots. Donc ça crée aussi des crispations. Donc, après, le débat, c'est quand même de savoir si le but de Charlie était d'offenser les musulmans. Bien sûr que non. Donc voilà, il est là le problème. C'était une caricature de musulmans. De la même façon que Charlie, j'ai le souvenir de couverture de Charlie sur les boutins, enfin tous les extrémistes chrétiens faisaient la même chose. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, des associations voilà, chrétiennes c'est ont leur façon on aime ou on n'aime pas cet humour-là, mais c'était en aucun cas quelque chose qui voulait offenser les musulmans et la religion et l'islam. Quand même à la caricature de Cabu, où on voit le Mahomet
qui se met la tête sur le visage, ce qui fait qu'il respecte un des préceptes, d'ailleurs pas de l'islam, mais de l'islam sunnite, parce que chez les chiites, ils ont le droit de représenter Mahomet. Vous allez au bazar à Téhéran, il y a des cartes postales du prophète. Hein. Mais donc dans l'islam sunnite, qui est dominant, hein, bon. Donc il respecte ça, parce qu'il se met la main sur le visage, donc on ne voit pas le visage du prophète. Donc en plus, Qabu fait attention à être respectueux vis-à-vis de ça, et il dit à propos d'un attentat, c'est dur d'être aimé par des cons. Vous avez, je suis désolé de le dire, je vais le dire comme ça, des cons qui l'ont lu complètement à l'envers, parce qu'ils disent, voilà, Qabu, et donc Charlie Hebdo, accusent les musulmans d'être des cons. C'est exactement le contraire. Ouais. Ils présentent Mahomet comme ce désespérant que des gens en son nom se soient mis à faire des attentats. Donc au contraire, ils présentent Mahomet comme un homme de paix qui se désole du fait que des gens tue en son nom, alors qu'il est écrit dans le Coran à un endroit que qui tue un homme, qui tue l'humanité, etc. Donc, et donc, il n'est pas du tout raciste, il n'est pas du tout anti-mahométan ou je ne sais quoi. Donc c'est là, même on est dans le cas typique de conflits de lecture culturelle. Bah si, c'est des conflits de communication interculturelle. Parce que si vous n'avez pas conscience de l'histoire de la caricature en France, si vous n'avez pas conscience de la liberté de la presse, donc vous pouvez croire que la caricature, ça ne s'adresse que contre les musulmans. Vous pouvez penser que l'État français est forcément coupable parce que dans votre pays, quand la presse, la presse, elle est sous le joug du régime, donc évidemment, c'est cautionné par le gouvernement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez plaquer vos propres... Donc, c'est qu'on n'a pas les codes culturels et sociaux pour lire. Évidemment. Comme on dit que l'humour ne se partage pas, n'est pas toujours international, on n'a pas les codes forcément pour lire. Alors, du coup, est-ce que vous vous souvenez aussi je vais vous donner un exemple sur les caricatures danoises. Celle la pire, c'est celle où vous avez Mahomet, donc enturbané avec une bombe qui est dans son turban. D'accord ? C'est celle-là qui a fait couler le plus d'encre. La plupart des caricatures, il faut dire ce qu'elles sont, elles sont nulles, hein, mais vraiment nulles. Hein, c'est même pas drôle, enfin, etc. Bon. Vous les trouvez pas drôles. C'était un non, mais personne, parce que c'était un pari. Il ne faut pas oublier que c'est un caricaturiste, c'est un journal danois qui dit, mais c'est incroyable. C'était parti du fait qu'il ne trouvait personne pour illustrer le Coran en danois. Et donc, il dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est, etc. Alors, du coup, il lance un pari. Et donc, vous avez un certain nombre de dessinateurs qui ont répondu et qui ont fait des dessins de Mahomet, juste pour dire qu'on pouvait le faire. Mais la plupart ne sont pas drôles, bref, peu importe. Et il y a celle-là qui a fait coller beaucoup d'encre, parce qu'effectivement... Mais si vous avez le référent, ça renvoie à un conte pour enfants où il y a un personnage qui a un chapeau et qui a une pomme. Et alors, évidemment, il a quand même dit que Mahomet avait une bombe, hein, bien sûr. Mais le référent culturel... C'est pas tous les musulmans sont des porteurs de bombes, sont des terroristes en puissance. C'est je transpose l'imaginaire d'un imaginaire local, d'un dessin pour enfants, d'un personnage qui dans son bonnet a une pomme avec machin. Et donc l'écho, si vous voulez, l'effet d'écho, c'est presque vous avez vu, clin d'œil. J'ai transposé un dessin lié à un conte pour enfants machin dans le machin. Alors évidemment, ça fait pas rire les musulmans, ça je suis bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Mais si vous n'avez pas ça, vous ne voyez que l'aspect agressif et vous voyez plus. Cela étant dit, il y a un autre exemple qui était très surprenant. On a encore quelques minutes. Il y a déjà quelques années, et peut-être qu'on n'était pas peut-être que c'était le début de cette période extrêmement crispée. Souvenez-vous de ce sketch de Patrick Sébastien, déguisé en Patrick Bruel, chantant « Cassé du noir », et qui pour lui était une chanson antiraciste. Et ça a été terrible. Oui, parce qu'il imitait Le Pen. Hein. Il imitait Le Pen. C'est ça, oui, il imitait Le Pen, reprenant cette chanson évidemment, de Patrick Bruel. Du coup, c'était justifié. Et je veux dire qu'il chante ça en imitant Le Pen. C'est ça, mais pour lui, c'était une façon de dénoncer. Bien sûr. Et ça a été perçu premier degré. Oui, et c'était exactement le même problème avec Guy Bedos, Les vacances à Marrakech, qui était un sketch des années 70, où il racontait l'histoire de beaufs qui vont en vacances à Marrakech et qui tiennent des propos racistes, etc. Qui disent il n'y a que des Arabes. On a été déçus. Ouais, voilà, c'est ça. et Guy Bedos a dit lui-même qu'il avait arrêté à un moment de mettre ce sketch dans son spectacle parce qu'il y avait des types qui venaient le voir. Wow, qu'est-ce que vous leur avez mis au bico, etc. D'accord. Donc le problème, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre
le codage que vous en faites, vous en tant qu'humoriste ou autre, et le décodage que va en faire une partie du public. D'accord, donc vous dites bien qu'il y a un contexte très mouvant, c'est la phrase des proches, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, hein, c'est ça. Donc, Avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui. Donc il y a un contexte dont on ne peut pas s'affranchir, et qui vient non pas restreindre la liberté d'expression, mais qui demande à faire jouer son éthique, sa morale, on peut l'appeler comme on veut, pour adapter son propos au lieu et au public qu'on a en face de soi. Est-ce que je suis assez d'accord. Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est plus vous avez des susceptibilités à fleur de peau, plus il faut que vous travaillez votre éthique personnelle en tant que, par exemple, d'humoriste, hein, ou de journaliste qui se permettrait parfois des petits écarts, etc. Plus il faut que votre éthique soit impeccable pour qu'on soit sûr que c'est un second degré, que c'est machin, qu'il n'y a pas de sous-entendu derrière, enfin, etc. Et dernière question, quelle piste vous voyez pour, ou peut-être qu'il n'y en a pas, hein, je ne sais pas, peut-être que la société est comme ça en ce moment, quelle piste voyez-vous pour dédramatiser le débat public? L'humour. Je sais pas, ouais, moi, je pense. Non, est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question de développer du vivre ensemble? Est-ce que c'est une question d'humour? Est-ce que la bienveillance, je pense, partout, que ce soit dans l'humour, même dans l'éducation, hein, inculquer des règles justement d'éducation civique ou autre, avec bienveillance, en expliquant justement quel est l'intérêt de dire ou de ne pas dire telle chose. D'accord, donc d'incarner la bienveillance, voilà, pas comme un mot à la mode, mais réellement incarné dans la façon moi je de pense que communiquer. c'est un peu le hashtag moi qui voilà, m'anime tout le temps. C'est que voilà, on peut se permettre des écarts aussi, même quand on est journaliste, mais tant qu'on est bienveillant, qu'il n'y a pas que c'est pas volontairement, que c'est pas gratuit, que c'est pas agressif, qu'il n'y a pas de fond, qu'il n'y a pas donc de. Dans votre éthique, il y a cette bienveillance incarnée. Il y a forcément ça fait intervenir certaines valeurs aussi. Donc moi je pense que c'est plutôt ça. Ce qui fait que vous ne pourriez pas vous être hyper réactif sur les réseaux sociaux, vous mettre à insulter immédiatement le premier commentaire qui ne vous convient pas. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit? De faire ça, non. Je pense qu'il faut prendre du recul. Parce que quand on répond de manière passionnée, déjà on le regrette. Et puis bon, voilà, après on peut faire un débat sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on peut faire tout un débat, mais en moins de 120 caractères. Dans le piège, on tombe dans un piège grossier. Un type avec 30 followers qui balance un truc qu'il sait toxique, qui vous fera souffrir, et vous réagissez. Non, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Juste par rapport à la bienveillance, pardonne-moi, excuse-moi Guy, mais c'est vrai que là, en ce moment, je découvre depuis un mois une nouvelle application, un nouveau réseau social qui s'appelle Clubhouse. Je ne sais pas si tu connais, si vous avez. Voilà. C'est sur invitation, mais ça va bientôt s'ouvrir. Et ça fait un mois que je passe pas mal de soirées sur cette application. Et c'est un réseau social qui est dédié uniquement à la voix. C'est-à-dire qu'on est invité dans des salles, on peut monter des salles, et les gens sont invités à venir s'exprimer sur des scènes virtuelles. C'est très très simple comme application. Donc en parlant, les gens, c'est pas en écrivant. Voilà, c'est que du parler. Okay. C'est en direct, les gens s'expriment, il y a leur identité, et ça donne une ambiance complètement différente, avec de la bienveillance, parce que ça aussi engage les gens, étant donné qu'on les entend. C'est une bienveillance qui domine, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui sur Twitter, et c'est assez fou, quoi. Donc voilà, c'est simplement pour revenir là-dessus. Oui, donc ça commence à trouver des traductions. Non, mais c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a bien des moyens qui sont cherchés pour... Oui, mais jusqu'au jour où il sera tellement populaire j'enverrai l'invitation. Que les trolls seront il y a des trolls en ce moment, mais bon, après, il faut les chasser. Mais est-ce qu'il ne faut pas repérer les trolls pour leur demander d'être plus bienveillants ou les mettre dehors? Du coup, Guy et Arnaud, vous, c'est pareil, mot de la fin, est-ce que vous voyez des pistes? Est-ce que vous, comme homme de parole humoriste, est-ce que c'est par l'humour qu'on va Je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais vraiment, moi, je suis assez pessimiste parce que ça s'inscrit. C'est pas l'humour, c'est pas le débat qui a changé, c'est le monde qui a changé et qui est en train de changer avec des perspectives qui, moi, m'inquiètent. Parce que tous ces gens dont on parle, qui sont minoritaires et qui réagissent comme ça, sont évidemment il a raison, ça passe par l'éducation. Ce sont des gens qui n'ont pas eu accès à l'éducation, qui n'ont pas des références culturelles et donc qui réagissent de façon un peu obscurantiste et un peu primaire comme ça. C'est pas un jugement de bobo que je porte. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Je veux dire que il y a une espèce d'appauvrissement de la pensée et puis surtout de
de culture du buzz, c'est-à-dire la phrase qui fait mal, la réaction qui fait mal, le manque de fond et surtout une agressivité et des chapelles de souffrance qui se regroupent, comme on disait au début, et qui se regroupent et qui sont prêts à l'affrontement et dans tous les sens. Moi, je vois arriver des... Enfin, voilà, je suis assez inquiet. Mais là, je ne vous le cache pas, j'aurais voulu vous tenir un autre discours. Évidemment que je prône la bienveillance, je prône l'humour. Vous êtes inquiet Putain, par l'instant. Détendez-vous, les gars. Mais non. Ça s'inscrit dans un comment dirais-je, on voit bien un contexte général qui est... Mais moi, j'entends pas un bobo inquiet, là, j'entendrais plutôt un parent inquiet, comme on peut l'être. Et c'est vrai qu'on voit bien aussi que parmi les jeunes, alors on va quand même dire un petit mot là-dessus, les gars, attention, quoi. C'est quand il y a des insultes qui fusent sur le copain, la copine, l'ex, avec les vidéos porn, voilà, etc. C'est... outre le fait que vous outrepassez toutes les libertés d'expression, vous vous mettez en danger et l'autre se met en danger aussi. Quoi. Moi, je voulais parler du cyberharcèlement comme exemple, justement. Je pense qu'une des clés, c'est l'éducation. Alors évidemment, je suis prof, donc je plaide un peu pour ma paroisse, mais j'en ai bien conscience. Mais l'éducation, parce que l'éducation, c'est l'éducation au bon usage, c'est l'éducation type prise de conscience des effets de ce que l'on fait. Par exemple... j'ai une collègue qui s'est spécialisée sur le cyberharcèlement en ligne, donc avec les réseaux sociaux, et qui a fait des études sur le cyberharcèlement scolaire. Et puis, elle a été repérée au ministère et ils lui ont demandé de mettre en place un kit de sensibilisation. Et elle va dans les écoles et puis elle a formé des professeurs des écoles à justement organiser une demi-journée de sensibilisation. Parce que c'est drôle de machin, et puis de s'acharner sur, enfin, etc. Et ça peut donner des drames jusqu'au suicide. Quoi. Je veux dire, ça peut provoquer l'anorexie, enfin, etc. Bon, il y a eu un gros drame récemment à Argenteuil, donc on voit bien que ça peut être vraiment terrible. Absolument. Pour tout le donc, monde, tout le monde comprend de quoi je parle. Mais donc, effectivement, je pense que l'éducation, au sens de la prise de conscience de... Par exemple, on parlait de l'anonymat. Mais ce qui est terrible dans l'anonymat, c'est que ça favorise tous ces phénomènes dans les deux sens. Parce que c'est aussi qu'on échappe. Alors c'est pour ça que le fait d'avoir la voix, c'est très important en effet. C'est-à-dire que quand on s'acharne sur quelqu'un, on ne le voit pas. On ne voit pas ses réactions. Et on ne sait pas ce qu'il pense. Alors évidemment, il peut faire une petite vidéo mais s'il est harcelé, il va plutôt... Et donc, comment dire... vous avez cette dimension qui est très importante dans la bienveillance, etc. C'est le regard de l'autre. Si je suis en train d'insulter Jaël, je vais voir... Essaye. Ouais, c'est ça. Je vais voir... En toute bienveillance. Je vais voir sa réaction. Et si je sens qu'il est fragilisé, qu'il est machin, qu'il a, je sais pas, qu'il a les larmes aux yeux, alors, ou bien je suis un pervers et donc je vais encore plus m'acharner, ou alors je vais peut-être me réfréner. Je suis allé trop loin. L'écrit, c'est un peu le prolongement de la pensée aussi, tu vois. Donc, et le fait de parler, de s'exprimer, de regarder, ça engage plus que ça. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un psychologue, mais c'est engageant en fait. Et c'est pour ça que je trouve que ce réseau est assez fou, quoi, parce que du coup... Et donc, être privé de ça, c'est aussi l'anonymat dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est privé du regard de l'autre, donc on est privé de l'humanité de la part d'humanité que l'on peut voir dans l'autre, à travers notamment son regard et donc ses réactions. C'est-à-dire qu'à des fois, on parle de réseau... Du coup, il faut être très sensibilisé à tous les dégâts qu'on peut faire sans même s'en rendre compte. Je ne suis pas en train d'essayer de trouver des excuses à ceux qui font du cyberharcèlement, mais je dis que malheureusement, dans l'enclenchement des choses, il y a aussi le fait qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, ce que je voulais juste préciser, c'est que voilà, parce qu'on parle souvent de réseau de communication, sauf que la communication, elle est faite de mots, il y a la communication verbale, mais il y a aussi toute la communication non verbale, les expressions du visage, l'attitude du corps, et que donc quand on communique sur les réseaux sociaux, on en perd un bout, enfin du moins à moins qu'on se mette à parler, mais quand on communique que par des textes, on perd pas mal de la communication, donc on retiendra, merci beaucoup à tous les trois, donc on retiendra que la liberté d'expression, c'est quand même un droit fondamental, c'est un pilier de nos démocraties, pour autant ça ne veut pas dire qu'on peut insulter tout le monde. On ne peut pas insulter tout le monde, on ne peut pas inciter à la haine raciale. La liberté d'expression, c'est de la nitroglycérine. Ça se manipule avec de la nitroglycérine. Ça se manipule avec précaution.
Et puis c'est précieux aussi, c'est précieux donc fragile, hein, et il faut en prendre soin parce qu'on a l'impression que c'est normal, parce que nous on est dans la liberté d'expression, mais ça n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour les plus jeunes d'entre vous, faites gaffe, les gars. Faites gaffe, parce que quand vous insultez les potes, ça fait du cyberharcèlement et les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Donc vive la bienveillance. Ouais, excusez-moi. En plus, je viens de faire un débat sur le droit des femmes le mois dernier. Donc, ouais, attention, faites gaffe, les gars et les filles. Prenez la responsabilité de vos actes. Communiquez avec bienveillance et éducation. J'ai tout résumé là. On pourrait en parler pendant des heures encore. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous pour votre attention et votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. J'aime bien le mot épisode. Des passerelles citoyennes ici à Argenteuil. Ciao.